Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc on a attaqué les applications, on a commencé les machines thermiques, on va terminer ici cette partie. Alors, chaque composant de la machine provoque un changement d'état du fluide en faisant varier sa température et sa pression. On obtient ainsi, puisque on part d'un point de départ, on fait le tour, on revient à la même situation, on obtient ainsi un cycle comme ceux que nous avons vus. Dans un diagramme volume-pression, par exemple, on va obtenir des transformations de ce type, comme ceci, comme celles que nous avions vues. Selon le sens de parcours du cycle, dans un tour ou l'autre, le système fonctionne comme un générateur de travail, par exemple pour produire du courant électrique dans une centrale thermique, ou comme un consommateur de travail, comme un réfrigérateur par exemple. Dans le sens générateur, on consomme de la chaleur et on produit du travail. Bien entendu, la turbine et l'alternateur fournissent plus d'énergie électrique que n'en consomme la compression, sinon ça ne serait pas très utile. Dans le sens frigo, le système a surtout pour but de refroidir un fluide. La source chaude qu'on refroidit est alors le fluide à refroidir à l'intérieur du réfrigérateur, l'air à l'intérieur du réfrigérateur par exemple. Et donc ça, ce sont les deux modes de fonctionnement. En général, la construction est assez différente, on ne se contente pas de faire tourner à l'envers, parce qu'il y a toute une série d'impératifs techniques qui rendent la construction assez différente. Alors, un autre diagramme qui est très utile, ce sont les diagrammes température-entropie. S, T, donc pour l'entropie et la température. Ces diagrammes sont très pratiques pour les machines thermiques et on va obtenir des cycles comme ceci par exemple. Par exemple, un simple carré, ou un parallélogramme, etc. Dans ce diagramme, les lignes horizontales sont les isothermes et les lignes verticales sont les isentropiques. C'est-à-dire à entropie constante du système. Je dis bien du système. L'entropie totale dans une telle transformation peut encore augmenter si on tient compte de l'entropie du système extérieur, c'est-à-dire des sources chaudes et froides. Ces diagrammes sont assez pratiques parce que la surface du cycle, donc la surface ici, c'est la chaleur qui est échangée par le système entre la source chaude et la source froide. Avec la détermination du travail, qui peut d'ailleurs se voir sur un diagramme PV, cette fois-ci c'est à la surface ici, cela permet de calculer facilement le rendement. Le rendement maximal d'une telle machine étant le rendement de Carnot. Il existe de nombreux systèmes très différents, suivant les rendements recherchés. C'est plus complexe d'obtenir un rendement élevé. Les fluides qui sont disponibles, qu'on peut utiliser. Certains fluides peuvent être inappropriés à cause des températures, ou par exemple poser des problèmes de corrosion, des choses comme ça. Les températures, selon aussi les températures qui sont disponibles ou souhaitées. Rappelons-vous, j'ai dit dans une machine thermique, la source froide, c'est souvent l'air ou l'eau d'une rivière. On n'a pas toujours ce qu'il faudrait. Il est évident que si on pouvait choisir une source froide à moins 200 degrés, ça augmenterait d'autant l'efficacité de la centrale thermique, mais dans la nature, on ne trouve pas facilement ce genre de source. Autre facteur, le coût. Un petit appareil commercial vendu aux particuliers doit avoir un coût relativement moderne. D'énormes installations qui servent à produire de l'air liquide ou des choses comme ça peuvent être beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteuses.
Mais là, la quantité d'énergie ou de travail, ou de chaleur de travail, ou de fluide à liquéfier, etc., produit et les impératifs industriels autorisent les besoins de rendement élevés, autorisent un investissement plus important. Cela dépend aussi, bien sûr, la construction dépend aussi, bien sûr, du choix des diverses transformations, isotherme, isocore, etc. La conception d'une machine thermique peut être assez simple à extrêmement compliqué. C'est un métier à part entière. On a ainsi de nombreuses applications pour toutes sortes de choses. Par exemple, produire de l'énergie mécanique. Puis, par exemple, électrique. Les centrales thermiques, les centrales nucléaires, etc. En travail mécanique direct, on avait les locomotives. On en rencontre encore quelques-unes. Il y avait les locomotives à vapeur à une époque. Les locomotives appelées des diesels, ou les Michelin, qu'on ne rencontre plus beaucoup, en tout cas dans nos pays. Presque tout ayant été électrifié, donc là les principes sont différents, ce ne sont pas des moteurs thermiques. Mais les centrales, elles, sont encore très abondantes. Une autre fonction, c'est donc produire du froid. Réfrigérateur, surgélateur ou dispositif. Pour la différence avec des surgélateurs avec un réfrigérateur, c'est simplement que le froid est plus intense, on tient des froids plus basse température avec un surgélateur, et ils sont aussi généralement d'une meilleure conception, de plus grande qualité, plus chers aussi, pour avoir des rendements suffisants que pour obtenir ces basses températures. On peut utiliser aussi des dispositifs de ce genre pour liquéfier divers gaz. L'air, le gaz carbonique, l'hydrogène, etc. L'air liquide est d'un usage très abondant dans l'industrie, et la société dite Air Liquide est très connue. Vous avez peut-être déjà vu leur camion citerne marqué Air Liquide. C'est à la fois ce qu'ils transportent et le nom de la société. Parfois, les fluides ne permettent pas d'atteindre plus qu'une certaine température, parce que le fluide lui-même a tendance à se liquéfier, ce qui est souvent moins pratique dans la conception, voire se solidifier. Et donc, on peut avoir besoin de plusieurs étages, chaque étage étant une machine thermique en soi, différente pour chaque étage, travaillant à des températures de plus en plus basses, avec des fluides appropriés. La source chaude d'un étage étant la source froide de l'étage suivant. Troisième grande classe d'application, ce sont les pompes à chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'un point de vue conceptuel, une pompe à chaleur, ce n'est jamais qu'un système de réfrigération dont la source froide est à l'intérieur du bâtiment et la source chaude est à l'extérieur. C'est-à-dire que la pompe à chaleur est un réfrigérateur qui refroidit l'extérieur, comme si c'était l'intérieur d'un frigo, sauf que c'est à l'extérieur. Et la chaleur ainsi pompée est injectée à l'intérieur du bâtiment, rejetée à l'intérieur du bâtiment. C'est donc une espèce de réfrigérateur qu'on a retourné comme un gant. Ce type de dispositif est assez coûteux, parce que souvent assez complexe, et il faut prévoir des systèmes d'échange de chaleur efficaces entre le fluide de la pompe à chaleur et l'air du bâtiment, en minimisant les fuites vers l'extérieur. Ce qui se fait en général par des serpentins plantés dans le sol ou les murs, avec un très bon isolant thermique placé à l'arrière, pour empêcher la chaleur de partir dans le mauvais sens. C'est donc coûteux à installer, et il est même souvent, quand c'est possible, plus intéressant de prévoir ce type d'installation à la construction du bâtiment. Les pompes à chaleur sont très appréciées pour leur grande efficacité, ce qui justifie leur usage malgré leur coût. En effet,
plutôt que de simplement transformer le travail en chaleur, ce qui est le principe par exemple du chauffage classique comme un radiateur électrique, ici une partie de la chaleur en plus est fournie par le monde extérieur. Donc en somme, la chaleur qui se retrouve dans le bâtiment, c'est le travail fourni à la machine, à la pompe à chaleur, qui peut venir d'une chaudière ou d'une source d'énergie électrique, et cette énergie est transformée en chaleur comme pour un radiateur classique, plus la chaleur qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, fonctionnement du frigo à l'envers. Cela donne des grandes efficacités, c'est-à-dire de chaleur produite à l'intérieur du bâtiment, divisée par le travail, et des efficacités supérieures à 100%. Ça peut sembler étonnant, mais ce n'est pas la définition du rendement. Le rendement d'une pompe à chaleur reste limité au rendement de Carnot. Le rendement, c'est la chaleur qui vient de la source chaude, qui est ici la partie extérieure du bâtiment, divisée par le travail, tandis qu'ici, c'est la chaleur à la source froide, c'est-à-dire dans le bâtiment, la partie qu'on cherche à réchauffer. Et la formule est différente, et là, on peut atteindre des valeurs supérieures à 100%. On parle alors non pas de rendement, ce qui serait trompeur, mais d'efficacité ou de COP. Et c'est cette efficacité particulièrement élevée qui les rend très intéressantes. Donc voilà pour les machines thermiques. Donc ça nous suffira. On va passer maintenant à des applications qui sont plus liées à la physique statistique, qui est une théorie beaucoup plus puissante. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du magnétisme. Je vous remercie.